Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale en direct du Centre d'Histoire au pied de la nécropole de Notre-Dame de Lorette. Au 5e jour du parcours mémoriel, place à un entretien exceptionnel. Le président de la République, Emmanuel Macron, est l'invité de France 3 Hauts-de-France et Grand Est. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vos 4 arrière-grands-pères ont combattu ici sur ces terres pendant la Grande Guerre. Durant ces 5 jours, vous y avez forcément pensé. Si vous ne deviez retenir qu'une image, qu'un instant. C'est toujours très difficile et cruel pour les territoires que j'ai parcourus. Bien évidemment, j'ai pensé à cette histoire personnelle, mais que des millions de nos concitoyens partagent. Il y a 2 images, au fond, qui me reviennent de ces quelques jours. L'image de la foule, des porte-drapeaux, des jeunes et moins jeunes qui sont là pour célébrer les poilus. Cette image à Morhange où aucun président n'était venu célébrer ce qui a été l'une des pires boucheries, l'une des journées les plus sanglantes d'août 1914. Ce qu'on a vu tout à l'heure à Notre-Dame de Lorette, où il y avait des milliers de gens, jeunes, moins jeunes, qui étaient là, présents dans le froid, pour les honorer. Et puis c'est l'image de la solitude, de la nature calme, tranquille aux Éparges, endroit aussi éminemment cruel où Maurice Genevoix a combattu et où il y avait une forme d'écho de la nature à ce que nous avons vécu durant cette période. Mais ce qui ressort pour moi de ce centenaire, c'est d'abord la présence de cette histoire, la fierté qu'ont nos concitoyens de ces poilus, de nos aïeux qui en effet se sont battus pour que nous soyons libres, que nous décidions de nos lois. C'est aussi l'absurdité de la guerre. Et on le voit ici à Notre-Dame de Lorette, c'est, je dirais, sans doute l'endroit où on le voit le plus clairement. On le voit aussi à Verdun. Les ossements sont entremêlés. Et dans ces terres qui sont devenues des cimetières vivants, des nécropoles, on le voit dans cet anneau magnifique qui a été fait ici, tous les noms des Français, des alliés venus du monde entier pour défendre la France et qui sont morts ici, comme des opposants, ils sont tous réunis. Tous leurs noms sont et donc inscrits. c'est tout à la fois la victoire de la France et la paix. Une polémique s'est invitée sur votre périple autour du maréchal Pétain. Alors visiblement, il y a eu un peu de confusion. Reste que beaucoup de Français ont été choqués, voire blessés. Vous le regrettez ? Je pense que le temps de l'information permanente qui a besoin de polémiques quotidiennes est mal approprié au sujet mémoriel. Et je pense qu'il ne faut pas de polémique sur ces sujets. Mais était-il utile d'aller sur ce terrain-là ? Mais il était utile de dire les choses quand elles étaient posées, au moment où nous sommes au centenaire de la Première Guerre mondiale. Et qu'ai-je dit, au fond ? À la fois des choses très simples, graves, et qui, je crois, sont tout à la fois le devoir politique qui est le nôtre et la vérité historique. C'est de dire, nous célébrons la paix, nous célébrons la victoire de 14-18, la victoire d'une nation combattante, mais aussi de nos armées. Et il est donc légitime que nos armées célèbrent leurs héros, et parmi eux, les maréchaux français. Il y aura donc une cérémonie qui est prévue à cet effet. Et j'ai rappelé que, la question m'a été posée, je ne l'ai pas fait d'initiative, qu'en effet, dans nos maréchaux de la Première Guerre mondiale, il y avait Pétain. Il a été un maréchal, il a été un grand soldat, il s'est battu avec d'autres. Et c'est la vérité historique. Et il est évident, je l'ai moi-même dit dès juillet 2017, en tant que président au Veldiv, il est évident que le même maréchal Pétain, héros de 14-18, a été un dirigeant terrible qui a conduit l'État français et qui a porté des décisions au nom de l'État français impardonnables, qui lui ont valu l'indignité nationale. Je pense que pour nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, il faut regarder notre histoire en face. Et donc, parce qu'il y a cette indignité nationale autour de Pétain, il n'y aura pas d'hommage individuel à Pétain, et il n'a d'ailleurs jamais été question qu'il y ait un hommage individuel. Depuis Jacques Chirac, on ne fleurit plus la tombe du maréchal Pétain. On la fleurissait sous le général de Gaulle, tous ses successeurs, jusqu'à François Mitterrand. Bon. Donc il n'y aura pas d'hommage individuel non plus aux invalides rendus au maréchal Pétain. Et cette polémique n'a pas un peu terni votre itinérance ? Non, vous savez, si les polémiques ternissaient les choses en profondeur, personne ne m'en a parlé dans la foule. J'ai vu des milliers de gens, personne ne m'en a parlé. Je pense simplement qu'il y a des gens qui voudraient mettre des fractures partout,
Je pense qu'il y a des gens qui voudraient, ce faisant, parce qu'il y a eu le maréchal Pétain, qu'on ne célébrera pas les maréchaux, ce qui est une erreur. Je pense qu'il faut le faire. Il y a cette indignité du maréchal Pétain, je l'ai rappelé et je la redis ici, et les choses ont toujours été claires, mais il y a notre histoire à regarder en face. Et je crois que c'est le rôle d'un président de la République de tout à la fois porter cette responsabilité morale, politique, à l'égard de toutes les familles, de déporter toutes celles et ceux qui ont subi les conséquences et qui les vivent parfois encore dans leur chair de ce qu'a fait l'État français, dont j'ai reconnu pleinement la responsabilité, mais en même temps de regarder la complexité de notre histoire en face. Il ne faut pas de police de l'histoire. Je ne crois pas à la police de l'histoire. Je ne crois pas au manuel de l'histoire qu'on biffe. Vous parliez des préoccupations des gens. Je vous propose d'en parler justement. Vous êtes allé au contact des habitants. Ils vous ont interpellé à Verdun, à Charleville-Mézières, à Maubeuge sur la question du carburant. J'ai le témoignage d'une gérante d'une société d'ambulance de Liévin dans le bassin minier. Elle a 9 voitures. Avec les taxes qui augmentent, et ça va continuer, on le sait, son budget grimpe de 1 000 € toutes les 6 semaines. Elle a voté pour vous, mais là, elle parle d'une lente agonie, d'un acharnement. Que lui répondez-vous ce soir ? D'abord, les faits sont là. Le carburant a beaucoup monté. Ce que je veux d'ailleurs d'abord rappeler, ce sont des faits. Les 3/4 de cette hausse sont liés aux cours mondiaux du pétrole. Les 3/4. Et donc cette hausse, elle n'est pas imputable au gouvernement, à tel ou tel ministre, au Premier ministre, ou même à moi-même. Mais le quart restant, oui. Le quart restant de l'augmentation, oui. Mais donc une large partie de ce qui est subi à la pompe, ce sont les cours mondiaux, parce que nous ne produisons pas notre pétrole. C'est aussi pourquoi, quand ces cours baissent, il faut que ce soit répercuté à la pompe. C'est ce que j'ai demandé au gouvernement de faire en mobilisant les distributeurs, et ils l'ont fait aujourd'hui. Une fois qu'on a dit cela, pourquoi les taxes sont présentes sur le carburant et augmentent? Parce que les mêmes personnes me demandent, je me suis engagé à le faire, de changer progressivement notre économie, d'aller vers une économie, on dit souvent, plus décarbonée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une transition environnementale à faire pour moins utiliser les ressources traditionnelles qui sont polluantes, qui créent des émissions et qui, aujourd'hui, sont en particulier le gasoil, l'essence, etc. Donc, on a bien compris, vous augmentez les taxes. Donc la deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que la stratégie du gouvernement est la bonne. Parce que si vous voulez la santé de vos enfants, si vous voulez lutter contre la bronchiolite du petit parce qu'il ne respire mal, si vous voulez lutter contre ce qui est une priorité, si vous voulez lutter contre ce qui est une priorité pour nos concitoyens, la santé, et tenir nos engagements de baisse d'émissions, la stratégie du gouvernement est la bonne. Simplement, elle arrive à un moment, en effet, où ces taxes viennent être payées par nos concitoyens en même temps que le prix augmente, et ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça que j'ai pris cet engagement, il y a quelques jours, et que j'ai demandé au gouvernement d'accompagner nos concitoyens. On ne peut pas demander à nos concitoyens, au-delà d'un certain prix, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un particulier. J'étais ce matin à Maubeuge avec des salariés et des ouvriers de Renault qui me disaient, moi, l'augmentation, c'est terrible, j'habite à 25 km, je fais les allers-retours, je rentre à déjeuner le midi à la maison, ça me fait presque plus de 100 km par jour, c'est trop lourd pour mon budget. Ça, je l'entends. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement et au Parlement de trouver une solution pour que les gens les plus modestes puissent mieux se chauffer, et puis pour que les ménages, dans ce moment, quand on passe un certain niveau de prix du carburant, on les accompagne, et donc qu'il y ait une aide qui soit versée. Le gouvernement et le Parlement, dans les prochains jours, feront cette proposition, et ce sera soit voté dans le prochain budget, soit une disposition propre. Mais il y aura une réponse, parce que j'entends cette inquiétude, elle est légitime. On doit faire les transformations, donc c'est pour ça que je me permettais de rappeler que la stratégie du gouvernement reste la bonne. Mais dans ces moments où c'est plus dur, où ça pèse sur votre pouvoir d'achat, alors même que vous travaillez dur, que vous avez vos enfants, que vous mettez en garde, que vous travaillez loin, il faut pouvoir aider nos concitoyens. Enfin, je veux simplement aussi que vous ayez en tête que ces taxes dont on parle, elles servent à financer quoi? Elles servent à financer les solutions. Elles nous servent à financer des infrastructures de transport. J'ai annoncé hier qu'on ferait la totalité de la route nationale numéro 2 en 2 fois 2 voies, dans le Thiérache, la Vénois et la Sambre. Bon, c'était attendu depuis des années, on le finance aussi parce qu'on fait cette taxe. On finance la prime à la conversion pour que vous puissiez changer de véhicule.
On finance le chèque énergie pour que vous puissiez changer de chaudière. Et ça, on le fait parce qu'on a justement cet argent qui rentre. Il y a plus de 250 000 Français qui ont déjà changé de véhicule grâce à la prime que le gouvernement a mis en place. Pour certains, ils ne peuvent pas le faire parce que le reste à charge est trop important, mais c'est ça ce qui va dans le bon sens. Vous parliez du pouvoir d'achat. Dans nos deux régions, la colère gronde. Les habitants disent ce qu'on nous donne d'une main, on nous le reprend de l'autre. Des mesures ont été annoncées, effectivement, mais ils ne voient pas leur niveau de vie s'améliorer. Alors, au-delà des mots, quelles réponses vous pouvez leur apporter? Alors, la première d'abord des réponses sur le pouvoir d'achat, c'est le travail. Moi, les engagements que j'ai pris devant les Français en 2017, c'est le travail. Le meilleur moyen de mieux gagner sa vie, c'est de retrouver un travail ou de mieux gagner au travail. Bon. Et donc là-dessus, qu'est-ce que nous avons fait? Conformément à mes engagements. D'abord, on a réformé le marché du travail, réformé toutes les lois financières pour favoriser l'investissement dans nos entreprises et favoriser justement le développement de l'activité économique. On le voit, ça commence lentement à se faire, mais pour la première fois depuis 10 ans, l'industrie repart. Ce matin, le groupe Renault a annoncé 1 milliard d'investissements en France, dont 450 millions d'euros d'investissement à Maubeuge, 200 emplois sur ce site qui était perdu il y a quelques années. De la même manière, un grand groupe étranger, Cevital, a annoncé la création à terme de 1000 emplois sur Charleville-Mézières il y a quelques jours. On a annoncé le développement d'un acteur du tourisme allemand à Strasbourg, Europa Park, en début de semaine, qui va aussi créer plusieurs milliers d'emplois en France. Au total, c'est plus de 2,5 milliards d'investissements et de nouveaux projets entre le Grand Est et la région des Hauts-de-France, et des milliers d'emplois induits. Donc c'est en train de repartir. On en détruit aussi beaucoup des emplois dans les Hauts-de-France. On a détruit beaucoup ces dernières décennies. On en détruit moins aujourd'hui, mais il est évident qu'on continuera à détruire et à créer des emplois. Mais le solde doit redevenir positif, c'est en train d'être le cas, et on va continuer cette stratégie. Ça, c'est le premier point. Le travail, le développement de l'emploi, la réindustrialisation de nos régions. Moi, j'y crois, je crois au destin industriel de ces grandes régions qui ont une histoire industrielle, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que le travail paye mieux. Et donc, si vous regardez votre feuille de paye, en ce début novembre, votre salaire net a augmenté. Ça veut dire que ce que le gouvernement a mis en place depuis 1 an, qui a été de baisser vos cotisations sociales salariales, financées par la hausse de la CSG. On a parlé de la hausse de la CSG, mais on ne parle pas de la baisse des cotisations sociales. Chaque personne qui travaille est gagnante. Et donc, le pouvoir d'achat des salariés a été amélioré par cette réforme, et c'est évident depuis le mois d'octobre, où la deuxième partie de l'allègement s'est mise en œuvre. Mais on le paye en carburant. Non, alors attendez, il faut être honnête, le carburant, ce n'est pas le gouvernement. Le carburant, je vous l'ai dit, pour les 3/4, c'est les cours mondiaux. La France ne produit pas son pétrole. Donc on ne peut pas demander au gouvernement de prendre des mesures courageuses d'un côté, d'améliorer votre revenu et de lui imputer tout ce qui ne dépend pas de lui. Donc là, je veux défendre le Premier ministre et son gouvernement sur ce sujet. Le travail paye mieux aujourd'hui. On va continuer à augmenter la prime d'activité, qui est importante pour les travailleurs, surtout au SMIC à temps partiel. Et puis, on va continuer les allègements de cotisations l'année prochaine, en transformant le fameux CICE en allègement de charges. Et surtout, l'année prochaine, toutes celles et ceux qui font des heures supplémentaires ne paieront plus de cotisations dessus. Et donc ça, c'est encore une étape supplémentaire vous dites aux Français, pour faire que le travail paye. Je leur dis déjà, regardez la vérité de votre feuille de paye, et le travail paye mieux aujourd'hui qu'il ne payait il y a 1 an, et ça continuera à être de plus en plus le cas. Puis troisième chose, il y a des autres mesures. On a commencé à avoir les effets des engagements que j'ai pris sur la taxe d'habitation. Tous ceux qui payent la taxe d'habitation, ils ont 1/3 de moins de cette taxe-là. Et c'est beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup plus, je pense aussi, à nos aînés. Je sais qu'on leur a demandé des efforts. Pourquoi ils sont en colère, ces Français, qui ne voient pas leur niveau de vie s'améliorer? Parce que souvent, les chiffres d'abord macroéconomiques sont là. Le pouvoir d'achat, il s'améliore à l'échelle du pays. C'est mesuré, c'est dit par l'INSEE, la Banque de France. Bon. Mais après, quand on regarde son cas individuel, d'abord, on regarde souvent que ce qui monte et pas ce qui baisse. Et donc c'est pour ça qu'il faut le réexpliquer. Et ensuite, c'est vrai que les hausses ont été dès le début de l'année, je pense à la CSG, et les baisses de cotisations sont arrivées en fin d'année, la taxe d'habitation, c'est maintenant. Donc voilà, refaire partir l'industrie et l'emploi, faire que le travail paye mieux, et regarder la taxe d'habitation et les mesures pour le pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je veux que les classes moyennes vivent mieux dans notre pays. Alors, dans ce contexte-là, vous avez parfaitement raison, et moi j'entends nos concitoyens qui, sur ce sujet-là, râlent. Il y a le gaz qui augmente, il y a le carburant qui augmente. Ça, malheureusement, ça n'est pas le gouvernement qui en décide.
Nous, ce que nous pouvons décider, c'est d'avoir une stratégie économique, industrielle et énergétique qui fait qu'on baissera progressivement le coût de l'énergie. C'est ce que j'annoncerai dans quelques semaines avec cette programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'il faut sortir souvent des caricatures, mais c'est aussi pour ça que je veux que le gouvernement apporte des réponses à court terme pour tous nos concitoyens qui doivent rouler et aujourd'hui se trouvent pénalisés en termes de pouvoir d'achat. Je les entends, on va y répondre. Lors de ce parcours, vous avez visité des entreprises où on crée des emplois, où on investit comme Renault aujourd'hui. C'est très bien, on s'en réjouit, mais le taux de chômage est bien au-dessus de la moyenne dans les Ardennes, dans les Vosges. Il est de 30% à Fourmies. Dans les Hauts-de-France, que vous connaissez bien puisque vous y avez grandi, même s'il y a de belles réussites, tous les indicateurs sont dans le rouge. Deuxième région la plus pauvre de France, surmortalité, illettrisme. Pourquoi ne pas lancer un plan Marshall pour cette région? Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais ce n'est pas d'ailleurs à l'échelle de la région qu'il faut le faire, mais sur des territoires. Ce que vous décrivez est parfaitement vrai. Les Hauts-de-France ont payé un lourd tribut durant les deux guerres, et elles ont payé un lourd tribut avec la crise, la fin des Trente Glorieuses, la crise de la désindustrialisation et de la mondialisation. Et donc des gens qui sont courageux, qui ne demandaient qu'une chose, c'était de travailler, ils ont eu la crise du textile, la crise des mines et la crise de la sidérurgie, et plus largement de l'industrie. Il y a néanmoins un savoir-faire, une volonté. Donc d'abord la première réponse, c'est la politique qu'on mène pour le pays. Moi, je mène une politique pour faire repartir l'industrie partout en France. On a commencé à le lancer avec des projets ici, mais on va continuer. On baisse les impôts. En même temps, on a quand même l'exemple d'Ascoval en ce moment. Mais Ascoval, le combat n'est pas perdu. Mais Ascoval, il faut aussi voir les choses. Pourquoi Ascoval est dans cette situation? Parce qu'il y a quelques mois, plutôt quelques années, on se réjouissait que le pétrole n'était pas cher. Personne ne disait merci à la pompe. Comme le pétrole n'était pas cher, les gens qui investissaient dans les tubes pour conduire ce pétrole ou l'extraire, ils ont arrêté, c'était plus rentable. Mais souvent et ces tubes-là, non mais j'essaie qu'on comprenne la totalité du raisonnement. Ces tubes-là, ils étaient faits chez Vallourec. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc vous voyez, on est sujet à la variation de ces marchés mondiaux. Donc Ascoval, on se bat. J'ai demandé au gouvernement là-dessus de soutenir les projets industriels, de mobiliser des financements. Le ministre était présent ce matin avec le président de la région. Et on se bat pour justement avoir une solution. Et moi, je le dis aux salariés, à leurs familles, on fera tout pour qu'Ascoval soit sauvé parce qu'il y a eu des investissements de qualité, parce qu'il y a de la compétence. Vous allez peser, vous, le président, de tout votre poids ? Je vous le confirme, parce que je connais l'outil de travail, j'y suis allé, je connais la fierté des gens. Moi, j'ai vu des gens pleurer quand on a rouvert l'usine. J'ai vu des gens fiers de leur outil de travail. Et que ce soit justement à Saint-Saulve, que ce soit à Aulnoy-Aymeries, etc. J'oublierai jamais, moi, les déplacements que j'ai faits dans ce secteur et dans ce qui était avant la même entreprise. Donc on continuera à se battre, oui, on le fera. Et cette politique, cette stratégie qu'on mène, c'est celle qui va permettre de réindustrialiser, mais ça suppose des réformes en profondeur. Deuxième élément pour réformer en profondeur, c'est qu'il faut former les gens. Aujourd'hui, le problème qu'on a, surtout dans des territoires comme les Hauts-de-France ou le Grand Est, qui ont eu des chocs terribles, où des familles entières ont été mises au chômage, où parfois les parents ont été au chômage, les enfants au chômage, il n'y a plus la qualification qu'il faut pour repartir quand des projets se créent. Et donc, il faut, nous, qu'on investisse pour former les jeunes ou les moins jeunes, leur donner les qualifications qui permettent, quand on ouvre un projet, que les gens puissent occuper ce travail. On ne le faisait pas depuis des années. On formait les gens qui étaient déjà bien formés, mais on ne formait pas les jeunes décrocheurs, on en a aujourd'hui près de 2 millions, et les chômeurs de longue durée très peu qualifiés. On faisait de la formation pour les occuper, les sortir des chiffres. Là, ce qu'on met en place, c'est 15 milliards d'euros d'investissement sur le pays, vous imaginez ? Où on va lancer des programmes avec les régions, les branches professionnelles, sur le territoire et avec Pôle emploi, pour lorsqu'il y a un besoin, une entreprise qui s'ouvre, des nouveaux recrutements qui se font, dire à des gens qui sont chômeurs de longue durée ou des jeunes, pendant 6 mois, 1 an, on vous forme pour pouvoir aller occuper justement ce travail. Ce qui fait que de l'autre côté, je vais aussi demander au gouvernement d'être beaucoup plus exigeant avec ceux qui ont des qualifications, la possibilité d'avoir un travail et qui ne veulent pas le prendre. Il faut que ce soit aussi une responsabilité, là où aujourd'hui, il y a parfois des situations dans lesquelles on s'est installé. Les gens sont attachés au mérite. Moi, je suis attaché au mérite dans notre pays. Et puis enfin, je vous le disais, pour répondre à ces drames industriels qu'a vécu notre région, il faut une réponse secteur par secteur. Dans le bassin minier où nous sommes, on a voté l'année dernière un vrai plan, là pour le coup un vrai plan Marshall, qui a été fait avec le territoire. 10 millions d'euros sur 10 ans.
et avec surtout des allègements d'impôts, avec des zones franches qu'on a créées, avec un vrai investissement dans l'économie, dans la formation, sur justement le bassin minier pour développer. Tout ce qu'on peut faire qui est utile pour aller plus loin, on le fera. Mais alors, pardon, deuxième territoire. Je vous interromps un moment sur le bassin minier, puisqu'un député d'ici me disait justement que ces 10 millions promis pour 2019 ne figurent pas pour le moment au budget. Ils sont au budget. Le plan, les engagements que j'ai pris sur le bassin minier seront au budget. Donc le bassin minier va obtenir ces 10 millions qui pour le moment n'y figurent pas. Le bassin minier obtiendra tous les engagements que j'ai pris. Tous. Hier soir, nous avons signé un pacte Sambre, Avesnois, Thiérache entre le département du Nord, le département de l'Aisne, la région Hauts-de-France, l'ensemble des intercommunalités, tous les élus. Dans ce pacte, qu'est-ce qu'on va faire? La RN2, on la met en 2 fois 2 voies. Ça fait des décennies que c'est promis. On fera un premier tronçon dans les toutes prochaines années, et les travaux vont commencer très vite. L'autre dans la suite. On a pris l'engagement ferme, la totalité, du nord au sud. On va faire de ce territoire un territoire où on commence dès l'année prochaine la mise en place du plan pauvreté. C'est-à-dire on va doubler les investissements dans l'insertion par l'activité économique, mieux accompagner les gens qui sont en grande souffrance, mettre plus d'argent dans l'éducation pour mieux former nos enfants, accompagner ceux qui sont loin de l'emploi pour qu'ils retrouvent un emploi et puis qu'ils le gardent. Bon. Ça aussi, c'est un vrai investissement budgétaire, mais c'est une solution sur le territoire qui est portée par les élus. Ce sont, vous savez, des présidents d'intercommunalité et des maires qui sont venus proposer au préfet cette démarche. On a dit banco, ça a été 1 an et demi de travail, on le fait, et donc on fait des vrais investissements qui étaient attendus, mais sur le territoire on pousse. Et c'est parce qu'il y a des projets comme celui-ci qu'on peut derrière expliquer que Maubeuge, on va s'en sortir et qu'un industriel peut donc réinvestir parce qu'il a des salariés de qualité, mais parce qu'on a une ambition sur le territoire. C'est pour ça aussi qu'on va continuer à développer des projets d'éducation, de culture, d'économie sur ce territoire. C'est la même chose qu'on est en train de faire dans les Ardennes, avec un pacte qui sera signé avant la fin de l'année. C'est la même chose qu'on va décliner territoire par territoire. Moi, je crois à cette logique. Pour la Sambre Avesnois. Alors, on est ici au cœur de l'Europe également. Alors, une dernière question, je vous préviens, il nous reste très peu de temps. Vous avez qualifié en début de semaine la paix en Europe de parenthèse après plusieurs propos alarmistes sur les nationalismes. Quelle est votre solution pour la paix? L'esprit de coopération. D'abord, se souvenir et toujours se rappeler de la précarité de cette paix. L'Europe a été traversée de guerres civiles pendant des millénaires. Depuis le début de notre ère, il y a toujours, une fois par génération, une grande guerre européenne qui décime une partie de cette génération. Le XXe siècle a été marqué par 2 grands conflits mondiaux qui ont été des guerres civiles européennes. Nous nous en sommes sortis comment? En créant l'Europe, l'Union européenne. C'est-à-dire l'esprit de coopération entre les peuples. Il ne faut jamais l'oublier. L'Europe, elle naît comment? Par le projet de mettre en commun entre la France et l'Allemagne le charbon et l'acier. Ce avec quoi on se faisait la guerre jusqu'alors, on décide de le produire et de le mettre ensemble. Aujourd'hui, on voit cet esprit de coopération attaqué par des forces politiques qui disent « moi je ne crois plus dans l'Europe, je veux sortir de l'euro, je ne veux plus de l'Europe, je veux gérer les sujets migratoires moi-même, dans mon pays, je ne veux plus de la coopération entre les États européens ». Moi je crois dans les peuples européens, je crois que les peuples sont tous différents et je suis fier du peuple français. Mais je crois que cette construction unique d'une coopération entre les peuples, de solutions entre Européens, c'est la seule qui nous protège. Merci. Et c'est ça le plan que je mène depuis un an et que je continuerai à mener. Merci pour cet entretien. Place maintenant à l'actualité nationale avec Carole Gessler. Je vous souhaite une excellente soirée.